Lorsque la Terre se met à cracher ses entrailles de feu, la vie à sa surface devient précaire. Le ventre de notre planète n'est que roche en fusion et magma incandescent. Les scientifiques croient qu'il existe un cœur de fer rougeoyant situé à 6000 km de profondeur. Mais cette théorie ne peut pas être prouvée puisqu'il est impossible de creuser aussi profond. Personne ne connaît vraiment l'intérieur de la Terre. Nous n'avons pas pu sonder à plus de 12 km sous sa surface à ce jour. Nous sommes pourtant constamment témoins de ces tourments intérieurs. Sans que nous sachions pourquoi ni comment, le sol se met soudainement à trembler. Au fil des 10 derniers millénaires, plus de 1500 volcans sont entrés en activité dans le monde. Les gens ne vivent que rarement près des volcans et c'est ce qui explique pourquoi tant d'éruptions sont passées inaperçues. Personne ne peut dire exactement le nombre de volcans qui existent. Certains d'entre eux dorment, d'autres se réveillent de temps en temps, et d'autres encore sont constamment actifs. Un volcan est particulièrement menaçant pour l'Europe. Le Vésuve, situé dans le sud de l'Italie, dont la dernière éruption remonte à 1944. Quand se réveillera-t-il et qu'est-ce qui arrivera? L'Europe y survivra-t-elle? Les scientifiques peuvent-ils répondre à ces questions? Naples, une ville qui compte 4 millions d'habitants, se trouve au pied de ce volcan gigantesque. Naples est une ville effervescente avec ses rues bondées par des milliers de passants et sa circulation dense. La panique y serait fatale. San Sebastiano, Massa di Somma, Polena. Seulement 3 de la vingtaine de communautés qui se situent à moins de 10 km du cratère. Le quotidien s'y déroule de la même façon que partout ailleurs. Les ménagères vont magasiner et les enfants vont à l'école. Plusieurs résidents y ont même construit leur maison sur la lave solidifiée, comme si rien ne s'était passé. Anna Sorrentino vit à proximité du volcan. Elle tient un petit bed and breakfast à San Sebastiano et ne craint pas le Vésuve. Je refuse de penser au danger que représente le volcan. Je préfère apprécier tous les bénéfices que je reçois du Vésuve et de son parc. Je travaille avec les touristes qui sont fascinés par notre volcan. Il n'y a pas que le volcan lui-même qui rapporte. À Naples, des centaines de boutiques du centre-ville vendent toutes sortes de souvenirs. Les villes ensevelies par les éruptions, comme Herculanum et Pompéi, attirent aussi beaucoup de touristes. En 62, un tremblement de terre déstabilise le bouchon rocheux du cratère. Il s'affaiblit sous la pression des gaz et du magma qui montent dans la chambre volcanique. Et soudain, la pression devient trop forte et le bouchon éclate en 1000 morceaux. De vastes quantités de roches et de cendres volcaniques se retrouvent propulsées dans les airs, alors que la cheminée se vide. Le volcan fait un cirage pendant 18 heures. Des milliers de personnes suffoquent ou sont écrasées par la pluie de débris. Au printemps 1944, une autre éruption majeure a lieu. À cette époque, le Vésuve ne fait pas encore l'objet d'une surveillance sismique continue et l'éruption prend la population locale par surprise. San Sebastiano et Massa di Somma sont durement touchés. Il s'agit de 2 villages qui se trouvent dangereusement près du volcan. Michele Piccolo avait 12 ans à l'époque. Je me trouvais chez moi quand la lave a commencé à couler de la montagne. Je suis sorti dans la rue avec quelques amis pour observer le spectacle.
La lave coulait très lentement. Elle n'a parcouru que 13 km en 3 jours et 3 nuits. La vie est très paisible ici. Nous n'avons pas peur. Le reste de l'Italie subit des tremblements de terre et des inondations. Nous sommes plus en sécurité ici. « 26 personnes meurent. 1000 autres perdent leur demeure et toutes leurs possessions. Les soldats américains accourent pour évacuer les gens dans leurs camions et leurs chars d'assaut. Les sinistrés ont quand même eu de la chance. L'éruption n'avait rien de comparable à celle qui a détruit Pompéi. La lave a coulé lentement à travers les villages avant de s'arrêter. Selon la légende, elle fut stoppée par la main de Dieu quand les résidents désespérés de San Sebastiano ont transporté une grande statue de San Gennaro, ou Saint Janvier, le saint protecteur de Naples et des villages avoisinants, devant la coulée de lave. Depuis ce jour, un rituel est célébré dans la cathédrale de Naples. On l'appelle le miracle de la liquéfaction du sang. Des milliers de croyants se rassemblent pour voir la relique. Une ampoule disposée sur un autel qui contiendrait le sang séché de Saint Janvier. Encastrée dans un socle en forme d'anneau, cette ampoule est agitée par l'évêque. Si le sang se liquéfie, l'évêque prononcera les paroles rassurantes que la congrégation veut entendre. Il sangue si ascolto. Le sang devient liquide. Le miracle a eu lieu, ce qui est un bon présage pour la population. Dans le cas contraire, un grand désastre risque de survenir. En 1980, le sang séché ne s'est pas liquéfié et un tremblement de terre majeur a fait 3000 victimes dans la région. Le miracle de la liquéfaction du sang n'est pas officiellement reconnu comme un miracle par l'Église catholique, mais il est toléré en tant que coutume populaire. Chaque année, plus de 400 000 touristes gravissent les 1300 mètres de hauteur du mont Vésuve et rapportent beaucoup à la ville. Pour éviter de les faire fuir, le danger potentiel du volcan devient un sujet tabou. Le volcan est constitué des restes de ce qui était un volcan beaucoup plus grand, appelé le mont Somma. Son pic s'est effondré et forme maintenant l'intérieur de la caldeira du cône plus récent du mont Vésuve. Cette montagne est considérée comme le plus dangereux volcan du monde. Son perpétuel bouillonnement intérieur fait croître une menaçante pression gazeuse dans sa chambre volcanique. Une éruption dévastatrice n'est qu'une question de temps. Pour le moment, le bouchon volcanique tient bon, mais la pression ne cesse d'augmenter. Le plafond de la chambre magmatique n'est qu'à 5000 mètres sous la base du cratère. Le géologue Roberto Adinolfi travaille comme guide touristique sur le mont Vésuve. Il connaît parfaitement le volcan. Dès que la pression surpassera la résistance du bouchon, les gaz seront relâchés avec une grande quantité d'énergie. C'est ce qui enclenche des nuages pyroclastiques qui peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres en 1 heure, avec des conséquences désastreuses pour la population. Voilà pourquoi une évacuation doit être minutieusement planifiée et rapidement exécutée, sans quoi il sera trop tard. Ces coulées pyroclastiques peuvent devenir meurtrières en quelques minutes seulement. Si une autre éruption survenait, elle aurait des conséquences désastreuses. Une fontaine de lave jaillirait pour s'élever à 20 km dans les airs, avant de retomber au sol sous forme de pluie de cendres au sein d'un air brûlant. Les gens n'auraient aucune chance d'y échapper en prenant la fuite.
Après cette propulsion gazeuse accompagnée d'une vaste quantité d'énergie, le magma qui jaillira se transformera en roche dans les airs. Les pierres retomberont lourdement au sol et des nuées ardentes se formeront. Ces nuages incandescents et la pluie de pierres et de cendres feront suffoquer les gens ou les assommeront sur place. La coulée de lave n'est donc pas le plus grand danger posé par une éruption. En fait, la nuée ardente représente la plus grande menace pour les vies humaines. Il s'agit d'un énorme nuage de cendres dont la température intérieure atteint 800 degrés, déferlant sur les terres à 400 km/h. Personne ne peut prédire jusqu'où s'étendrait ce nuage de cendres. Toute l'Europe est à risque. Les cendres volcaniques resteraient dans le ciel pendant des mois. Elles assombriraient le ciel et la température chuterait dramatiquement. Les gens, les plantes et les animaux ne seraient pas ensevelis dans la lave. Ils suffoqueraient dans la pluie de cendres et de l'inhalation des gaz toxiques. Le mont Vésuve est le volcan le plus surveillé d'Europe. Une centaine de caméras de surveillance et de caméras infrarouges sont braquées sur lui. Le moindre soubresaut est enregistré et analysé. Toutes ces données sont colligées ici, à l'observatoire du mont Vésuve à Naples. Si une donnée paraît étrange, le système déclenche une alarme. Luca D'Aurea dirige le département de surveillance. Il a beau connaître tous les états d'âme du volcan, on se demande quand même jusqu'où dans le futur son équipe est-elle capable de prévoir. Grâce aux recherches précédentes et à l'expérience acquise dans le monitorage de ce volcan et d'autres montagnes volcaniques, nous sommes confiants de pouvoir prédire quelques mois d'avance qu'une éruption aura lieu et d'en prévoir même l'intensité. Tous les volcans présentent les mêmes signes annonciateurs d'une éruption. Tout d'abord, le magma monte. Ensuite, les secousses sismiques deviennent plus fréquentes et plus intenses. La base du volcan change de forme. Le volcan commence à se gonfler. Nous analysons aussi les gaz qui s'en échappent. Ils constituent aussi un indice important pour prévoir une éventuelle éruption. La salle de monitorage demeure occupée nuit et jour. Si la situation devenait grave, Luca se précipiterait sur ce téléphone rouge. Au bout du fil, un interlocuteur de l'Agence nationale de la protection civile située à Rome, qui est responsable de l'évacuation de Naples et des villages avoisinant le mont Vésuve, décrocherait aussitôt. Mais si le pire cauchemar survenait, serait-il possible d'évacuer une ville de 4 millions de personnes? Les rues étroites du centre de Naples deviendraient-elles des pièges mortels? Que se passerait-il dans les points névralgiques comme les gratte-ciel et les grandes structures de béton où s'entassent des centaines de personnes? Comment se déroulerait une telle évacuation et qu'adviendrait-il des 700 000 personnes résidant dans les banlieues? Les plans de l'Agence de la protection civile stipulent que toutes les zones à risque seraient complètement évacuées en moins de 3 jours par autobus. Le gouvernement est prêt à verser 30 000 € à tous les résidents acceptant de quitter le secteur du mont Vésuve, mais ils refusent. Ils ont de bonnes raisons de rester. Une éruption volcanique a un impact positif pour les années qui suivent. Le sol volcanique est très fertile, comme le démontrent les jardins et les vignobles situés directement sur la montagne. Les raisins qui donnent les plus grands vins y poussent allègrement. Le fermier Giuseppe connaît bien les qualités de cette terre. L'amour de l'environnement est la chose la plus importante. Ensuite, il y a la lave. Elle contient tous les métaux nécessaires à la croissance des plantes, le fer, le zinc, le magnésium et tous les autres. Le sol est d'une fertilité incroyable. Avec un peu de fertilisant organique, on peut tout faire pousser ici.
Je n'ai jamais pensé à partir. Bien au contraire, je me sens comme dans le ventre de ma mère ici. Je me sens protégé. C'est l'endroit le plus sécurisant qui soit. Giuseppe a aussi une relation très intime avec le volcan. Le Vésuve sommeille. Et comme le disent les anciens, il vient un moment où il faut bien partir. Mais je ne quitterai jamais cet endroit. Giuseppe et son épouse se sont spécialisés dans la culture de l'aubergine et de la tomate. Ils plantent, récoltent et transforment les précieux légumes avant de les vendre dans leur petite boutique. Grâce à la fertilité unique de ce sol, le fermier Giuseppe n'a pas besoin de fertilisants ou d'engrais chimiques. Toute sa culture est biologique. C'est un véritable jardin d'Éden qui s'étend au pied du mont Vésuve. Un sol aussi riche compense pour cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de leur tête. Mais il n'y a pas que le mont Vésuve qui menace la ville de Naples et la Campanie. Un supervolcan se trouve aussi près de la ville, et celui-ci n'est visible qu'à vol d'oiseau. Le supervolcan est très près de Naples. En fait, une bonne partie de Naples se trouve directement dessus. Les champs phlegréens, Campi Flegrei en italien, forment une caldeira. Caldeira est un terme espagnol pour chaudron. Une caldeira se forme après une puissante éruption, si puissante en fait que la chambre magmatique se vide en entraînant l'effondrement de l'édifice volcanique. Il ne reste plus qu'une grande dépression circulaire qui rappelle la forme de chaudron, la caldeira. À l'heure actuelle, le supervolcan est plutôt calme et ne menace pas d'entrer en éruption à court terme. Mais il est toujours actif, comme en font foi les nombreux tremblements de terre qui surviennent dans la région. Voici le cratère Solfatara de Puzzol, une petite ville située à proximité de Naples. Il s'agit d'un petit cratère de 800 mètres de diamètre. La Terre s'y est littéralement retournée sur elle-même. Le supervolcan est particulièrement dangereux en ce lieu. À certains endroits, le bouillonnement souterrain devient même visible de la surface. Les émanations nauséabondes de soufre et la vapeur brûlante qui s'en dégage sont très malsaines pour la peau et les poumons. Elles peuvent même provoquer de graves maladies respiratoires si on en respire trop longtemps. Rosario Avino, de l'équipe de l'Observatoire du Vésuve, vient ici 2 fois par semaine. Il prélève des échantillons qui, si des variations sont observées, lui permettraient de hausser le niveau d'alarme. Que peut-il bien déterminer à l'aide de ces vapeurs? Nous prenons des échantillons dans ces ampoules de verre. L'eau se condense. Nous observons ensuite surtout la concentration de méthane, d'azote et d'hélium par le biais d'analyses en laboratoire. La température des gaz émergents est aussi mesurée en tout temps. Si elle grimpe au-dessus des 180 degrés, les scientifiques deviennent nerveux. Une telle hausse de la température indique que le magma se rapproche dangereusement de la surface. Le port de Puzzol. Le site présente des preuves des récents mouvements de la croûte terrestre. Voici l'ancien mur du port et 10 mètres plus loin, les nouvelles bites d'amarrage qui se trouvent maintenant 3 mètres plus bas. Cette élévation et cet affaissement du sol constituent un phénomène récurrent sur de longs cycles, comme le prouvent les vestiges du Macellum, l'ancien marché romain de Puzzol qui donne sur la promenade des quais. Les bases des colonnes de l'ancien temple arborent des perforations faites par les moules lithophages sur 2 mètres de hauteur, ce qui prouve que pendant longtemps, les bases de ces colonnes et tout le secteur côtier étaient complètement immergés.
Il est certain que le mont Vésuve se réveillera. Quand et quelle sera la puissance de cette éruption demeure matière à débat entre les érudits et les scientifiques. Personne ne le sait vraiment. Le Vésuve, situé près de Naples, est et demeurera un volcan mystérieux dont on ne connaîtra jamais les secrets et les humeurs, jusqu'au jour où, sur un coup de tête, il terrifiera la population entière de l'Europe. Un peu moins dangereux, mais tout aussi actif, le Stromboli forme l'île volcanique du même nom située au nord de la Sicile. Le Stromboli se démarque par ses explosions régulières de magma bouillonnant dans les 3 cratères de son sommet. Le magma y jaillit à plusieurs centaines de mètres dans les airs toutes les 10 ou 15 minutes. Le volcan semble petit avec ses 930 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais les apparences sont trompeuses. En réalité, il mesure 3000 mètres jusqu'au fond de la mer, avec les 2000 mètres de sa partie immergée. L'île de Stromboli est une des 7 îles habitées de l'archipel des Éoliennes, qui sont toutes d'origine volcanique. Le Stromboli y demeure le seul volcan en constante activité. L'archipel volcanique s'est formé à la suite d'une collision tectonique. La croûte terrestre a bougé, et la plaque tectonique africaine est entrée en collision avec la plaque eurasienne. Cette collision a donné naissance à un vaste complexe volcanique qui s'étend sur plus de 200 km. Près de 45 000 touristes gravissent le volcan chaque année et s'approchent dangereusement des éruptions. Ces visiteurs doivent transporter de l'équipement d'alpinisme et porter un casque. Les risques de blessures provoquées par les pierres catapultées sont bien réels. Les scientifiques peuvent toutefois prévoir le moment et la puissance de ces éruptions. À quel point est-ce dangereux pour les touristes de scruter les entrailles du volcan? Le Stromboli est plutôt calme en ce moment, ce qui permet aux touristes de venir très près de la caldeira. Le volcan est plutôt de bonne nature, mais il a aussi ses sauts d'humeur. Parfois, de puissantes éruptions surviennent et elles sont dangereuses pour les touristes. Voilà pourquoi son ascension est strictement réglementée. Simone Rillinger a passé les 2 dernières années sur l'île. Elle organise des randonnées pédestres pour des groupes de visiteurs qui souhaitent admirer les éruptions du bord du cratère et qui ont le souffle et l'endurance de braver les 3 heures d'ascension pour y parvenir. À quoi ressemble la vie sur un volcan? On doit apprendre à se débrouiller avec très peu. On ne peut pas toujours avoir tout ce que l'on veut. Je crois que c'est une bonne leçon de vie. Tout est plus long sur une île. Les hivers sont froids et venteux. Les tempêtes sont fréquentes. On se retrouve parfois isolé pendant 10 jours. On nous ravitaille alors par hélicoptère. Le port de l'île est minuscule et pendant les tempêtes, les traversiers ne s'y risquent pas. L'île de Stromboli est toute petite. Elle n'abrite que 600 habitants, répartis entre les 2 villages de Stromboli et de Ginostra. Les résidents y vivent principalement de la pêche, surtout durant les longs mois d'hiver. Se suffire à soi-même est essentiel pour les insulaires, qui peuvent être coupés du continent pendant des jours. Durant l'été, l'île est remplie de touristes qui veulent faire l'ascension du volcan. Jeunes ou vieux, ils veulent tous admirer les spectaculaires éruptions de près.
Il n'y a qu'une école primaire sur l'île. À partir du secondaire, les adolescents doivent faire le trajet jusqu'à l'île voisine de Lipari. Les villages de Ginostra et de Stromboli ne sont pas reliés par la terre, à moins de vouloir traverser le volcan. Ginostra est un petit hameau mondialement célèbre pour son port, qui est le plus petit de la planète. Un bar et un supermarché suffisent à ravitailler ses 32 habitants. Il n'y a pas de voiture dans ces villages. Le transport s'effectue à dos d'âne, avec les typiques 3 roues italiens, ou en scooter. Avete visto Malodorno, giorno dello mare. Avete visto Malodorno, mezz'arrezza a sbirbiare. Pare che sta giocando, ma invece sta cercando una bocca per scappare, per entrare e tornare. Devant le calme et la beauté de cette île, les insulaires et les visiteurs oublient parfois que le volcan est un véritable baril de poudre. De temps à autre, le Stromboli vomit beaucoup de lave qui dévale à toute vitesse le long de la Schiara del Fuoco, la route de feu. La forte dénivellation permet au flot de lave de gagner de la vitesse, jusqu'à ce qu'elle s'engloutisse dans la mer avec fracas. L'impact de cette puissante masse de pierre en fusion peut provoquer un raz-de-marée, comme ce fut le cas en 2003, et représente un grave danger pour les 2 villages. Domenico Mangione est le chef de la protection civile de Stromboli. L'activité volcanique en elle-même n'est pas dangereuse. Mais si cette activité s'accompagne d'une coulée de lave qui déferle le long de la route de feu jusqu'à la mer, elle provoque aussi un glissement de terrain qui se poursuit sous l'eau. La puissance de ce phénomène crée de fortes vagues et possiblement un tsunami qui affecterait les 2 villages de Ginostra et Stromboli et même la côte sicilienne. Les insulaires savent-ils quoi faire en cas de tsunami? Il y a des pancartes partout dans l'île pour indiquer à la population où se rendre. Les gens sur la plage peuvent facilement suivre les pancartes qui les guideront dans les zones d'attente au bout du village. La plupart des insulaires ressentent même une forme d'affection pour le danger qu'ils côtoient. Zuro en est un bon exemple. Natif de l'île, il tient un restaurant près du port. Le risque existe partout. On peut se faire frapper par une voiture dans une ville. Ici, nous connaissons le danger qui nous guette. Nous vivons sur un volcan. Dieu merci, il est actif et nous fournit de l'énergie. La vie est bonne sur cette île. Je suis heureuse ici. Je n'ai pas peur. J'ai l'habitude maintenant. Les gens d'ici considèrent le volcan comme un ami, comme un membre de la famille. C'est notre ami. Le volcan est la première chose que je vois en me levant le matin. On le regarde automatiquement plusieurs fois par jour. Le volcan est toujours là. Nous lui devons tout ce que nous possédons. Il nous donne de la force et de l'énergie. Le 3e volcan de l'Italie, le mont Etna en Sicile, suscite de fréquents questionnements chez les volcanologues.
Avec ses 3300 mètres d'altitude, il constitue le plus grand et le plus actif des volcans d'Europe. En comptabilisant toutes les éruptions rapportées au fil des siècles, il figure même parmi les plus actifs au monde. La montagne, séparée de tous les autres pics avoisinants, fait 3 fois leur taille. Le géologue et vulcanologue allemand Boris Benke vit en Sicile et travaille à l'observatoire de l'Etna. Il a appris à aimer la montagne, comme tous les autres Siciliens. Tous les gens vivant aux alentours personnifient ce volcan. Il s'agit d'une personne importante dans la vie des Siciliens, un peu comme une mère géante. Pour le million de gens vivant en ce lieu, l'Etna est comme une mère campagnarde typique, un peu bourrue et habituellement très généreuse. Elle vous donne à boire et à manger, et aussi une bonne taloche de temps en temps. Ça fait un peu mal sur le coup, mais ça passe vite. C'est ce qui explique le respect et l'affection profonde que les gens ont pour le volcan et pourquoi il leur est si dur de le quitter. Le versant ouest du mont Etna repose sur la large faille divisant les plaques continentales. La plaque africaine pousse sous la plaque eurasienne et déclenche de puissants séismes et de fortes éruptions volcaniques dans le secteur. Le sud de l'Italie se trouve exactement sur cette zone. En mai 2012, de nombreux séismes secouent le nord de l'Italie pendant des jours. 25 personnes perdent la vie. D'anciens bâtiments et des églises séculaires s'effondrent, alors que des centaines de personnes perdent leur maison. 3 années plus tôt, le séisme dévastateur de l'Aquila tue 308 personnes, alors que 65 000 sinistrés perdent toutes leurs possessions. Le séismologue allemand Horst Langer vit également en Sicile. Il travaille à l'observatoire de l'Etna et connaît bien les connexions entre les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Peut-on prévoir les séismes? Non. C'est la réponse la plus simple. Beaucoup de recherches ont été faites et sont menées en ce sens, mais les problèmes sont énormes. Il faut savoir que les tremblements de terre ne sont pas des phénomènes localisés en un seul point. Ils affectent de vastes quantités de roc. Les séismes de 1908 et 1963 atteignaient 7 à l'échelle de Richter. La croûte terrestre s'est déchirée sur une zone de 30 à 40 km de surface et sur une profondeur qui peut atteindre de 10 à 15 km. Donc, pour prévoir un séisme, il faudrait surveiller de vastes zones et savoir ce qui se passe aussi dans ces immenses volumes de roches souterraines. Est-ce que les séismes pourraient annoncer les éruptions volcaniques? On peut dire que les deux sont des manifestations de grandes activités tectoniques. L'Afrique dérive vers le nord et pousse sur le continent européen. Il y a beaucoup de spéculations scientifiques, mais ce n'est pas facile à prouver. Si nous prenons le cas survenu au XVIIe siècle, c'était tout le contraire. En 1669, nous avons eu une éruption latérale majeure avec des centres éruptifs à Nicolosie. Et en 1693, nous avons eu le tremblement de terre à Nosso, d'une magnitude de 7. Il a fait plusieurs milliers de victimes et là, l'éruption volcanique est venue en premier. En 1908, un séisme majeur à Messina a fait près de 80 000 victimes, mais on ne peut pas faire de lien direct là non plus. En 1910, il y a bien eu une forte éruption du mont Etna, mais elles se produisent souvent. Alors il est difficile d'établir des statistiques probantes. Le mont Etna n'a pas seulement 4 cratères à son sommet qui entrent en éruption de temps en temps. Il possède aussi au moins 350 cratères secondaires sur ses flancs qui peuvent devenir actifs à tout moment.
Près d'1 million de touristes par année y grimpent pour observer son cratère principal ou ses cratères latéraux. Le volcan semble hospitalier, mais que se passerait-il s'il se mettait à cracher comme un dragon? Bref, Mama Etna est-elle dangereuse? Le volcan se met parfois en colère. Heureusement, c'est rare, mais ça arrive. Historiquement, les cratères ne se sont pas formés à son sommet, mais beaucoup plus bas, parfois même à moins de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si cela se produisait sur le versant sud de l'Etna, cela risquerait d'être très près, et peut-être même au beau milieu de zones habitées, ce qui est un grave problème. Le phénomène se produit tous les quelques siècles, et la dernière fois remonte à 1669. La bonne Mama Etna peut aussi cogner dur, comme le démontrent les événements survenus au fil des 50 dernières années. En 1964, de fortes éruptions ont fait apparaître un nouveau cratère central. En 1968, l'actuelle Boca Nuova se forme et dans un grondement assourdissant, expulse des gaz brûlants pendant 1 an et demi. En 1971, la lave détruit le téléphérique et l'observatoire de l'Etna. En 1981, des fontaines de 100 mètres de haut jaillissent d'un gouffre de 8 km sur le versant nord. La coulée de lave détruit des centaines de maisons. En 1991, la montagne explose. La lave couvre la vallée du Bœuf et détruit plusieurs demeures de la commune de Zafferana. En 2001, la lave coule le long du versant sud, coupant la route qui relie Nicolosi et Zafferana. Le téléphérique est une fois de plus détruit. Une des plus fortes explosions récentes survient à l'automne 2002. Le flanc nordique du volcan est complètement couvert de lave, alors que des maisons du côté sud sont détruites. L'aéroport de Catane demeure fermé pendant des semaines. L'Etna est un volcan aux multiples facettes. On peut y observer une grande variété de phénomènes volcaniques. Mis à part les grandes éruptions explosives et désastreuses, on peut y voir de nombreuses manifestations volcaniques. Des coulées de lave aux fontaines jaillissantes, en passant par les éruptions stromboliennes et les explosions aux cendres abondantes jusqu'aux étranges petites nuées ardentes. Ces dernières années, nous avons vu le mont Etna sous des aspects beaucoup plus variés que les autres volcans de la planète parce qu'il produit des coulées pyroclastiques selon 4 mécanismes différents. Premièrement, nous avons une colonne de débris de gaz qui monte et qui s'écrase sous son propre poids pour dévaler le long de la montagne. Ensuite, nous avons aussi observé une masse de lave très visqueuse que dégorgeait le cratère et qui s'étendait. Elle devenait progressivement friable et formait des avalanches brûlantes de gaz et d'agrégats rocheux. Lors du récent hiver, nous avions 10 mètres de neige, nous avons vu la lave dévaler les pentes enneigées très rapidement, ce qui faisait que la lave et la neige se mélangeaient. La neige fondait dans des explosions continues. Cela produisait des nuages qui dégringolaient à grande vitesse, comme des nuées ardentes. Nous présumons qu'ils n'étaient pas aussi chauds, mais personne ne les a traversés pour en faire le test. Nous pensons qu'ils ne sont en rien aussi brûlants qu'une nuée ardente, mais la seule force de cette coulée demeure sûrement mortelle. Il existe donc tout un éventail de phénomènes, incluant certains qui n'ont pas encore été décrits par aucune publication scientifique. Catane, la seconde ville en importance de la Sicile, se situe à 30 km de l'Etna. Après sa destruction quasi totale par l'éruption volcanique de 1669 et le séisme de 1693, Catane fut largement reconstruite dans le style baroque romain. La merveilleuse vieille ville figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce serait une perte irremplaçable pour l'Europe si cette magnifique cité disparaissait ensevelie sous une pluie de cendres et de lave. Quand l'Etna entre en éruption, il répand ses cendres partout. Les routes, les voitures, les maisons et les bateaux en sont couverts.
L'aéroport doit fermer car la couche de cendres est aussi glissante que la glace. Ici aussi, les terres avoisinantes sont fertiles grâce à la lave. Les Siciliens se spécialisent dans la culture des agrumes et des figues indiennes. Mais il y a aussi une zone forestière qui s'étend jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ce n'est que la partie supérieure du volcan qui est dénudée. Cette région est pratiquement couverte de neige toute l'année. Le reste du temps, elle ressemble à un paysage lunaire. Les scientifiques peuvent-ils anticiper, même vaguement, la prochaine éruption de l'Etna? Il s'agit d'une des limites de la science. Si le volcan lui-même ne sait pas ce qu'il fera, nous ne le pouvons pas non plus. Il est imprévisible. Combien de fois ressentons-nous un chatouillement au nez en pensant que nous allons éternuer sans le faire? Et si à ce moment précis, on demandait à un médecin si nous allons ou non éternuer, il ne pourrait pas répondre. Nous ne pouvons qu'accepter ces limites. Nous travaillons dans le cadre de ces limites et c'est pourquoi il est essentiel d'investir en prévention. L'Etna, le Vésuve et le Stromboli sont trois des volcans les plus fascinants d'Europe. Ils nous réservent des surprises et conservent jalousement leurs secrets, que nous aimerions bien découvrir. Malgré les récentes percées technologiques, nous sommes toujours impuissants face aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques et aux tsunamis. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui se passe au tréfonds de notre planète. Cela demeurera un des secrets bien enfouis de notre Terre.